Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public. Vous connaissez la promesse de l'émission, donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 18 février. L'enquête sur le lynchage de Quentin Derengue jeudi dernier à Lyon. Parmi les 11 personnes interpellées, 2 assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud, cofondateur de la Jeune Garde. Quelles sont les conséquences politiques pour LFI? À quel point ce lynchage peut-il impacter la campagne des élections municipales? Les autres formations de gauche vont-elles renoncer à d'éventuelles alliances de second tour avec les insoumis? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, la purge menée par Xi Jinping dans l'armée chinoise, le chef d'état-major limogé, une reprise en main qui inquiète le voisin taïwanais. Que les changements au sein de l'armée chinoise se traduisent par des risques accrus pour Taïwan dépend en fin de compte de notre propre niveau de préparation et de la crédibilité de la dissuasion que nous mettons en place avec nos partenaires. C'est là l'élément clé. Comment expliquer une telle purge? Cache-t-elle forcément une invasion possible de Taïwan, une nouvelle menace? Les États-Unis de Donald Trump sont-ils un allié fiable? C'est une plongée dans l'appareil militaire chinois que l'on vous propose dans 3 quarts d'heure. Vous pouvez réagir grâce à notre QR code sur cette menace chinoise, mais aussi sur les élections municipales percutées de plein fouet par les méthodes de la Jeune Garde antifasciste. Gaspard Bunel. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat de faire une minute de silence. Comment, oui, comment? Ce qui doit rester dans le cadre du débat d'idées, comment peut-il conduire à une telle tragédie? L'instant de recueillement fini, le temps des accusations continue. 4 jours après la mort de Quentin Derengue, la France insoumise cristallise toutes les critiques. LFI est né dans la violence, avec cette formule désormais célèbre prononcée en 2012, tout conflictualisé. Et LFI mourra de la violence au fur et à mesure que la lumière sera faite sur l'incroyable proportion de délinquants au sein de ses députés. Le gouvernement accentue également sa pression sur les députés LFI, alors que 2 assistants parlementaires du député Raphaël Arnaud sont suspectés d'avoir participé au meurtre de Quentin. Ce va être l'honneur de la France de ne jamais plus s'allier avec un parti qui prend des propos antisémites et qui dit que la Jeune Garde sont leurs amis et permettent de tuer dans les rues de Lyon et d'ailleurs. À gauche, les anciens alliés de Mélenchon se font également entendre. Après Raphaël Glucksmann, c'est au tour de François Hollande de tenir pour responsables les insoumis. Il dénonce leur proximité avec les militants antifascistes. La première responsabilité depuis des mois, c'est d'avoir accepté d'avoir un lien avec un groupe, en l'occurrence la Jeune Garde, qui fait du combat physique son but et sa méthode. Le patron du Rassemblement national va même plus loin et appelle à faire un front républicain contre la France insoumise. L'extrême gauche n'a pas seulement créé le désordre dans notre pays, elle a tué. Et moi j'appelle aujourd'hui, et notamment en vue des futures élections municipales, présidentielles et législatives, à mettre en place un cordon sanitaire contre ce mouvement politique qui est aujourd'hui sorti totalement de la République. Une pression qui s'accentue également dans la rue. Outre les dégradations commises contre de nombreuses permanences LFI, le siège du parti a été visé par une alerte à la bombe ce matin. Les occupants ont dû être évacués. Quand la violence politique percute les municipales, c'est le thème de notre débat. J'accueille Michel Veviorka, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sociologue, auteur de Où va la France? C'est aux éditions de l'Aube. Valérie Gaz, bonsoir et bienvenue. Vous êtes chef du service politique de RFI. Stéphane Zumsteg, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos BVA. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bienvenue, directeur du site Atlantico et éditorialiste pour Sens Public. Avec cette information qui est peut-être, Michel Veviorka, la principale information du jour sur l'enquête. 2 des assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud, plus un ancien stagiaire, donc Raphaël Arnaud, cofondateur de la Jeune Garde, qui font partie des personnes interpellées. Ça ne préjuge pas de leur éventuelle responsabilité dans ce qui s'est passé à Lyon. Mais la question qui se pose, c'est la question d'un affaiblissement, ou pas d'ailleurs, de la France insoumise avec cette affaire, votre avis? Il faut être toujours prudent. D'abord, on ne sait pas tout de l'enquête, encore. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, encore. Il y a eu apparemment au moins 2 ou 3 étapes distinctes. On ne sait pas qui était en face de la fameuse Jeune Garde. Enfin bref, il y a encore des choses qui méritent d'être examinées. Mais enfin, à ce stade, 2 choses sont claires, je pense. La première, c'est qu'il y a un lien réel entre la Jeune Garde
et la France insoumise. On a vu sans arrêt sur vos écrans et sur d'autres des images de Jean-Luc Mélenchon les croisant, de ce député, de ses assistants. Il y a un lien. Et le deuxième point, c'est que tout ceci arrive à conforter, si je peux dire, les images sulfureuses de la France insoumise. C'est-à-dire que voilà une formation qui s'est fait remarquer chez un certain nombre de ses dirigeants par son antisémitisme. Voilà une formation qui n'a pas aidé, je vais le dire prudemment, à la sérénité à l'Assemblée nationale et qui a, c'est peut-être là où encore les choses sont encore plus graves, je pense qu'il a introduit dans le débat public une certaine violence verbale qui n'est jamais forcément extérieure à d'autres formes de violence. Et donc, ça va mal pour elle, mais ça ne veut pas dire qu'elle va s'affaiblir. J'ai le souvenir de Jean-Marie Le Pen au moment d'une part de la mort, c'était il y a très longtemps bien sûr, au moment de la mort d'un jeune, je crois, Marocain, à l'occasion d'un de ses meetings, un 1er mai, je crois, que des skinheads ou néo-nazis avaient balancé dans la Seine. Bon, ça n'a pas affaibli spécialement le Rassemblement national, à l'époque le Front National. Ouais. J'ai le souvenir un peu plus proche de nous de Carpentras, où il a été... Profanation du cimetière juif de Carpentras. Exactement, en 90, où le Front National a été massivement accusé, d'ailleurs à tort. Oui. D'ailleurs, à tort, il faut le dire. Et un peu vite par un certain Bien entendu, mais tout le monde s'est jeté, un peu comme aujourd'hui, tout le monde se jette sur la France insoumise. Ça n'a pas empêché, c'était son évolution historique. Donc, ce qui va se passer pour la France insoumise et au sein de la France insoumise, ça ne veut pas dire nécessairement affaiblissement. Oui, on y reviendra. Valérie Gaz, il y a quand même ce... on a le sentiment que toute la campagne, là, en tout cas le traitement national de la campagne des municipales, se concentre sur cette affaire et sur la responsabilité morale, c'est le terme employé par pas mal de personnalités politiques de la France insoumise. Oui, parce que la question qu'on se pose tout de suite, c'est et les alliances à gauche. Et il y a toujours eu... La France insoumise, c'était un peu le caillou dans la chaussure de la gauche, les liens avec la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes. Déjà, avant même cette affaire, c'était remis en cause depuis l'alliance électorale des élections législatives de 2024. Donc là, forcément, tout le monde se projette, d'autant que cette fois-ci, au municipal, la France insoumise avait une stratégie un peu plus offensive, présentait plus de listes que d'habitude, avait des ambitions et pouvait, dans certaines villes, représenter un danger pour les listes de gauche s'il n'y avait pas alliance. Et donc, tout le monde entretenait une espèce de flou, ne se prononçait pas trop. Mais là, ça va être difficile de parler d'alliance, même de second tour avec la France insoumise, dans un contexte comme celui-ci. Donc, forcément, ça peut avoir un impact sur les municipales. Après, pas forcément totalement négatif. On peut penser à Paris. Emmanuel Grégoire, voyez la liste de Sophia Chikirou de la France insoumise le menacer, avec le danger de passer les 10% et de se maintenir au second tour. Peut-être que cette affaire, si ça lui fait perdre quelques points, pourrait faire du coup les affaires d'Emmanuel Grégoire. Donc c'est très difficile quand même de savoir quel va être l'impact. Il va forcément y avoir un impact, mais je pense que ça va peut-être pas être national, mais qu'il va y avoir des répercussions un peu au cas par cas. Et peut-être pour essayer de l'évaluer, Stéphane Zoussek, cet impact, il faut un peu se concentrer sur le socle électoral de LFI. Comment on peut le décrire, ce socle électoral ? Écoutez, si on prend la dernière mesure un peu pure, c'est-à-dire les élections européennes de 2024, où toutes les formations politiques avaient présenté sa propre liste, Manon Aubry avait obtenu 10% des voix. C'est à peu près aujourd'hui le capital électoral des Insoumis en France. C'est pas la même chose que le capital électoral de Jean-Luc Mélenchon, 22% 2 ans avant, évidemment. Ça n'a rien à voir. Deux choses totalement différentes. Est-ce que tout cela va avoir un impact auprès de cette base ? Moi, je ne pense pas. Est-ce que ce qui s'est passé, et les révélations successives, et encore, il faut être très prudent, évidemment, sur les termes que l'on emploie, va contribuer à dégrader encore davantage l'image du parti auprès de l'ensemble des Français ? Oui. Aujourd'hui, l'image des Insoumis est très dégradée. On y reviendra mais sur l'image générale, sur le socle électoral. Est-ce pour autant que cela aura un impact sur ces 10%, sur ce socle, sur cette base électorale ? Je reprends les mêmes exemples que vous donniez sur Jean-Marie Le Pen et le Front National à son époque. Moi, je ne pense pas. Je ne le pense pas parce que c'est un électorat jeune, urbain, mobilisé, pas forcément radicalisé d'ailleurs, mais mobilisé en tout cas, qui vote insoumis parce qu'ils ne s'imaginent pas voter autre chose. Oui. Ce sont des gens qui soit s'abstiennent, soit votent insoumis. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'impact électoral au soir du premier tour majeur, d'abord parce que les insoumis sont historiquement faibles dans les municipalités, ils n'en ont pas ou quasiment pas, ils n'ont pas de grandes villes à perdre, leur seule ambition, c'est de nuire le plus possible aux autres listes de gauche. Ça a été bien exprimé par Jean-Marie Le Pen dans ses meetings. Jean-Sébastien Ferjou.
Oui, sans doute, ça aura peu d'impact sur le nombre d'électeurs de la France insoumise. En revanche, moi, je pense que ça peut avoir un vrai impact sur les différentiels de mobilisation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui ne se seraient pas déplacés, qui là peuvent aller voter ostensiblement contre la France insoumise. Parce que ça marche aussi comme ça, le résultat d'une élection. Et la vraie question, elle est celle, je crois que vous souleviez, des alliances à gauche. Et on voit bien qu'il y a un peu deux lignes au PS, en quelque sorte, celle d'Olivier Faure, qui est dans une forme peut-être de taquilla en quelque sorte, au sens où il se dit depuis la meute, depuis ces affaires-là, le réflexe du vote utile ne pourra plus au sens large se porter sur la France insoumise. Mais il y a toujours cette envie de gagner qui est présente à gauche et donc il faut que nous récupérions une partie de l'électorat insoumis, donc il ne faut pas le prendre frontalement. Et puis il y a une ligne plus François Hollande, plus Raphaël Glucksmann qui est sur un terrain différent. À force de perdre notre âme, nous perdrons toute capacité à gagner les élections. Laquelle de ces deux lignes-là l'emportera-t-elle, non pas au municipal, mais pour la stratégie des présidentielles? Bien malin en l'État qui est capable de le dire. Parce que, évidemment, on est à 1 an des présidentielles et cet enjeu, il est dans toutes les têtes. On y reviendra, mais je voudrais quand même vous entendre. On repassera du temps sur la question des alliances, si vous voulez bien, mais dans notre sujet d'ouverture, on a entendu un extrait de la réaction de Jordan Bardella qui propose un front républicain anti-LFI. On est quand même dans un retournement à minima sémantique, Michel Viorca. Votre avis là-dessus? Ah ben écoutez, c'est stupéfiant. Ça devient un parangon de vertu. Hein, ça devient un modèle de vive la République, vive la laïcité, vive la démocratie, vive la propreté en politique, etc. Et ce qui est très impressionnant aussi, c'est que actuellement, ce que l'on entend témoigne d'une sorte de convergence dans les discours de la droite et de l'extrême droite. Et par conséquent, on a le sentiment que cette affaire-là, c'est l'occasion de dire, comme vous venez de le rappeler, on est les vrais républicains, c'est nous. Quand je pense que ce sont les petits arrière-petits-fils des anti-Dreyfusards, les petits-fils de Charles Maurras et de Pétain, et les fils de l'OAS, etc., ça fait un drôle d'effet. Et par conséquent, je pense que ça ne peut pas être aussi clair que ça, aussi net que ça. Et ce qui m'étonne, c'est de voir, comment dirais-je, oui, la droite lisser un peu les aspérités qui pourraient la séparer encore de ce discours du Rassemblement national. Il y a quelque chose d'un petit peu artificiel dans tout ça. Mais c'est vrai qu'LFI est en train de devenir, et Jean-Luc Mélenchon, le nouvel épouvantail. Donc ça se rejoint d'une certaine façon. Il y a quelque chose de différent quand même, il y a une forme de deux poids, deux mesures, parce que bien sûr, le Rassemblement national est l'héritier de ce que vous venez de décrire. Enfin, on voit bien que toute la droite, depuis 1945, passe en gros son temps à s'excuser de ce qu'elle est. Alors que dans la mesure où il n'y a pas eu de décommunisation, en quelque sorte, contrairement à la dénazification, la gauche, elle, continue à se glorifier de ce qu'elle a toujours été en faisant totalement abstraction des crimes qui ont été commis en son nom et des dérives qui ont été commises en son nom. Et ça trouble profondément le jeu démocratique français, parce que la question n'est pas y en a-t-il un qui est plus vertueux ou pas que l'autre, c'est pourquoi portons-nous un regard différent sur des actes comparables? Un mot de réponse, Michel Viorca. Oh bah écoutez, on est dans un processus de droitisation de toute la société. Donc on peut regarder le passé d'une façon, d'une autre, etc. Mais il y a une droitisation de toute la société et en plus une carence totale à gauche de leadership politique fort, c'est-à-dire en dehors de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucun leader qui s'impose, il n'y a aucun discours fort qui se met en place. Et donc, il y a aussi ce côté, que je dirais même presque tétanisé, fragilisé en tout cas, de la gauche. On est donc dans une situation où le vent souffle dans un certain sens. Autour de ce front républicain inversé, Stéphane Zumsteeg, il faut peut-être... vous avez commencé à le faire tout à l'heure, mais expliquer ce que... Alors là, on parlait du socle électoral de LFI. Là, je voudrais que vous nous disiez comment les Français, en général, perçoivent Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Oui, ce que je vous disais, ces dernières années, ça ne date pas d'il y a quelques semaines, ça ne date pas de ce drame, évidemment, c'est presque vieux maintenant politiquement, ça date d'avant la dernière élection présidentielle. L'image des Insoumis s'est spectaculairement dégradée du parti, de la formation politique. Dans l'enquête Fracture française qu'on réalise tous les ans à Ipsos, BVA, CESI et École d'ingénieurs, vous avez aujourd'hui 2/3 des Français qui nous disent que les Insoumis, que le parti, LFI, est un parti dangereux pour la démocratie et, autre dimension, qui est un parti qui attise la violence. Et ce qui est intéressant... Ils le disent moins du Rassemblement national aujourd'hui. Et c'est ça, sans doute, le plus intéressant, que l'image se dégrade est un fait, il suffit de voir les évolutions, mais on voit bien, Jordan Bardella, il boit du petit lait aujourd'hui, évidemment. Vous n'avez que la moitié des Français qui considèrent que le Rassemblement national est toujours un parti dangereux pour la démocratie ou un parti qui attise la violence. La moitié, 2/3. Vous voyez que l'écart est fort. Et tout ça ne fait qu'accélérer le processus d'institutionnalisation et de respectabilisation du Rassemblement national. Parce que quand vous n'êtes plus le parti le plus dangereux,
eh bien, vous n'êtes plus un parti dangereux, quelque part. Et tout ça, quelque part, anesthésie un peu, y compris une partie des Français qui n'aiment pas le Rassemblement national, qui n'aiment pas Jordan Bardella, mais qui se disent, après tout, ces gens-là ne sont pas ce qu'était le Front National et ce qu'était Jean-Marie Le Pen. Et tout ça finit par avoir un gain électoral à un moment donné et permet d'expliquer. Peut-être au municipal. Et sûrement, probablement, en tout cas, au municipal. Valérie. Mais il ne faut pas oublier que le Rassemblement national, après la dissolution aux élections législatives, était en passe de remporter ces élections législatives. Et pourquoi n'a-t-il pas remporté les élections? Parce qu'il y a eu ce fameux Front républicain. LFI comprise, et qui a permis d'inverser la vapeur. Donc Jordan Bardella aujourd'hui dit, regardez, on a été la victime de son point de vue du Front républicain, on n'est pas au pouvoir aujourd'hui parce que les partis de gauche et du centre et de droite ont décidé de s'allier contre nous avec LFI. Regardez ce qu'est réellement LFI aujourd'hui. Il y a des personnalités centristes notamment qui disent on le referait peut-être pas. Mais ils le referont certainement pas. C'est un vrai débat maintenant. Et d'ailleurs, on a vu les sorties de Gérald Darmanin, qui est monté très fort sur la France insoumise, a été un des premiers, d'ailleurs avant même le Rassemblement national, à taper sur les liens entre la Jeune Garde et la France insoumise. Mais en même temps, égratignant Gabriel Attal, qui était à l'origine de cette entrée du Bloc central et de Renaissance dans cette alliance contre le Rassemblement national en 2024, qui ne plaisait pas à tout le monde. On est passé du Nini au Front républicain contre le RN. Alors, Michel Vivorca et ensuite Jean-Sébastien, je reviens vers vous. Je veux dire juste un mot sur les orphelins du vieux Front National. Ils existent. Je veux dire qu'il y a toute une partie de leur électorat qui reste profondément raciste et certainement au moins en partie antisémite. Il y a toute une partie de leur électorat qui reste ultra, si je peux dire. Ces gens qui se mobilisaient, je ne me rappelle plus, jour de colère, c'est ça la manifestation vers 2000. Ils n'ont pas disparu, ces gens-là, ils ne se sont pas évaporés. Et donc, aujourd'hui, oui, tout va bien pour le Rassemblement national. Je pense qu'un jour ou un autre ressurgiront tous ces éléments sulfureux, disons, qui ne se reconnaissent pas dans ce que devient ce parti. Donc, on est dans un moment très singulier. Voilà, c'est ce que je pense, c'est que c'est un moment singulier où la vertu est du côté de la droite classique et du centre peut-être et du Rassemblement national, jusqu'au jour où d'autres événements, d'autres prises de conscience, d'autres discours apparaîtront. Une deuxième remarque très brève, ce qu'on a aussi compris récemment de ce qu'est la France insoumise, c'est que ça n'est pas un parti. Ça n'est pas un parti. Je crois même que juridiquement, il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas d'organisation. Il y a trois. Comment ? C'est une association. C'est une association. Et donc, brusquement, ce qui donnait l'image d'un parti organisé où on débat, pas du tout. Oui, d'ailleurs, il y a une question de Sylvie qui nous écrit de Vanves. Quel impact à la mort de Quentin au sein du groupe LFI? Est-ce qu'il y a des tensions, des divergences qui apparaissent? Est-ce que cette crise va fragiliser ou renforcer le groupe? Vous répondez en partie à la question en disant que, en tout cas, ceux qui sont restés à la France insoumise, pour l'instant, ils font bloc. Vous vouliez intervenir, Jean-Sébastien? Oui, parce que moi, je ne suis pas certain que les choses aillent si bien que ça pour le Rassemblement national. Je ne crois pas qu'ils aient perdu à cause du Front républicain. Ça a joué incontestablement. Ça leur a fait perdre peut-être 60-80 circonscriptions, mais ils auraient été à 200-220 sièges. De toute façon, ils n'auraient pas eu de majorité, certainement pas absolue et pas relative non plus. Ça leur a fait perdre incontestablement des sièges. Mais c'est parce qu'il y a un doute sur sa capacité à gouverner. Alors aussi bien par rapport peut-être à son histoire, mais je pense que les Français ne portent pas sur le Rassemblement national le même regard que peut-être les élites, avec un regard plus ancré dans l'histoire du côté des élites, et les Français qui regardent plus à hauteur sur un marché politique où on se sent très orphelin de représentation, qui peut peut-être prendre en compte nos desiderata. Et là où le Front National, même s'il progresse sur ce terrain-là, pâtit de la situation, c'est sur sa compétence. Parce que moi, je retiens l'entre-deux tours de la législative partielle en Haute-Savoie. Le Front républicain, il peut fonctionner quand même encore un peu. Regardez, les Républicains ont gagné quasiment 40 points entre l'entre-deux tours, justement, face à un candidat UDR, ce qui montre qu'il peut y avoir une partie des électeurs de gauche qui se reportent quand même sur des candidats pour faire barrage au Rassemblement national. Je rappelle que l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti. Voilà, parce qu'il y a tellement de sigles maintenant qu'on peut parfois un petit peu s'y perdre. Cet après-midi, au Sénat, le ministre de la Justice a proposé de travailler sur une loi instituant des peines d'inéligibilité pour ceux qui incitent à la violence. Écoutez. Je souhaite que dans le débat parlementaire que nous ayons ensemble, nous puissions réfléchir également à ce que toute personne encourageant et étant condamnée par la justice pour ça, bien évidemment, à la violence physique, en raison des idées, en raison d'une ethnie, en raison d'une religion, et je pense notamment aux attaques contre nos compatriotes juifs, puisse également avoir une peine d'inéligibilité, pour que jamais des gens d'ultra-gauche ou d'ultra-droite puissent être naïvement, si j'ose dire,
acceptés dans des rangs de formation politique et que plus jamais, en effet, ni dans nos délibérations locales, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, nous ayons des gens qui jouent contre la République à l'intérieur de la République. Alors, ce sera le travail des législateurs, des parlementaires, Michel Viviorca, mais définir ce qui est violent ou pas. Oui, est-ce que c'est si simple d'une certaine façon ? La violence, elle peut être objective. Oui. Il a tué, il a blessé. Et puis, elle est aussi ce que nous considérons comme étant la violence. Et là, on rentre dans la subjectivité. Mais alors là, moi, je suis stupéfait d'entendre ce genre de vision des choses. Parce que finalement, ça revient à dire nous allons, en légiférant, empêcher la violence. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que la démocratie, théoriquement, doit traiter de ce qui sépare les uns et les autres démocratiquement, sans violence, et qu'en ce moment, ça ne se fait pas, ou ça se fait mal. Donc il y a une crise, si vous voulez, dans toutes sortes de domaines. Un jour, c'est à l'école, un autre jour, c'est le trafic de stupéfiants, un autre jour, c'est en politique, etc. Et donc, dire on va régler ça, je pense même que c'est contre-productif, ça va donner l'image d'une classe politique encore plus à côté de la plaque. Voilà ce que je crains avec ce genre de mesures, parce qu'on ne réglera pas toutes ces violences qui existent dans notre société en prenant ce genre de mesures. Et par conséquent, je pense qu'on ne se dirige pas dans la bonne direction. Alors, on parlait de réactions politiques. Je pense que toutes les réactions politiques dans les matinales tournent autour de ce qui s'est passé à Lyon. À droite, par exemple, Rachida Dati, elle surfe aussi sur cette actualité. Ce matin, elle était chez nos confrères d'RTL et elle attaquait toute la gauche, au-delà des Insoumis. On pointe Jean-Luc Mélenchon et d'autres, mais toute la gauche est concernée. Le nouveau Front populaire, je vous invite à regarder quels étaient leurs soutiens. Ils ont tous été élus avec le soutien de la Jeune Garde. C'est sur leurs affiches et sur leur site. Donc moi, je veux bien qu'on puisse cibler, évidemment, uniquement LFI, mais c'est LFI, mais c'est plus large que ça. Est-ce que quelqu'un a interrogé M. Grégoire si ça l'a pas gêné d'être élu ? Est-ce qu'ils ont dénoncé ? Est-ce qu'ils ont dénoncé justement l'implication de la Jeune Garde et de cette mouvance? Est-ce qu'ils l'ont dénoncée? Non, ils ne la dénoncent pas parce qu'elle leur sert à rester et sauver leur siège ou leur mandat. C'est inacceptable. Rachida Dati est en campagne à Paris, elle attaque son principal opposant. C'est logique, mais il y a quand même un fond de vérité, Valérias, parce qu'il y a les condamnations ou les prises de parole à gauche sont pas forcément les mêmes Soit que... assez discrètes. Alors, pour certains, il y a effectivement un Raphaël Glucksmann ou un François Hollande on écoutera pour l'ancien président de la République tout à l'heure. Mais sinon, il y a un peu de discretion, quoi. Ou un embarras, d'ailleurs. Ils sont embêtés parce que prendre parti frontalement et dénoncer les liens de LFI avec la Jeune Garde, dénoncer la responsabilité morale de LFI, c'est en effet... On parlait de ce socle d'électeurs qui restera indéboulonnable derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est leur dire à eux aussi, finalement, ne votez pas pour nous puisqu'on n'est pas d'accord. Et ça, ils hésitent à le faire. Du coup, oui, à gauche, il y a un petit peu, on n'a pas beaucoup entendu. Marine Tondelier, qui est souvent prompte à beaucoup réagir. Voilà, Olivier Faure aussi n'a pas été très présent. Il y a évidemment une forme d'embarras. Alors c'est vrai que là, on entend Rachida Dati, elle sent le filon. Naturellement, comme vous le disiez, elle fait campagne et elle essaye de mettre Emmanuel Grégoire dans tout ça, parce qu'à cause des liens supposés, alors là, elle va quand même très loin. Elle va très loin. Elle va très loin. Et je ne suis pas sûr, Stéphane Zumseg, que toute la gauche puisse nuire, vous voyez ce que je veux dire, de ce qui s'est passé à Lyon la semaine dernière. Oui, la ficelle est un peu grosse, me semble-t-il, quand on écoute Rachida Dati, mais comme vous l'avez fort justement dit, elle est en campagne électorale et que les choses se tendent au fur et à mesure qu'on approche. Mais pour revenir sur ce que vous disiez sur ces relations à gauche, moi je pense que vous parliez d'embarras d'une partie de la gauche, des écologistes et d'une partie du Parti socialiste autour d'Olivier Faure. Moi je pense que la gauche, le reste de la gauche, a peur. Peur politiquement, j'entends bien, pas peur physiquement, de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Peur physiquement, certains le disent en privé. Peut-être, ça, voilà. Moi je parle de la capacité de nuisance politique que peuvent exercer Jean-Luc Mélenchon lors d'un scrutin présidentiel, en asphyxiant, comme il l'a fait à 2 reprises, les autres candidats de gauche, parce que c'est quand même une formidable réussite. Jean-Luc Mélenchon, c'est 22% des voix lors de la dernière élection. Il a réussi à incarner le vote utile à gauche. Il n'y avait pas 22% d'insoumis dans l'électorat à ce moment-là. Ce sont des sociodémocrates, des gens qui votent classiquement à gauche pour des partis de gauche modérés, qui se sont ralliés derrière sa bannière. Ils ont peur de ça, de sa capacité à leur faire mal, notamment lors du prochain scrutin présidentiel, parce que comme vous le disiez, pour l'instant, personne
n'émerge, à part Jean-Luc Mélenchon à gauche. Il y a quand même un déficit qui n'existe pas à droite. Il y a quand même un déficit de crédibilité sur les principaux leaders en termes de présidentialité. Deuxième point, ils en ont peur politiquement encore à l'Assemblée nationale, parce que Jean-Luc Mélenchon serait totalement capable de dynamiter ce qui a été la NUPES puis le nouveau Front populaire. Ce qu'il joue, lui, c'est la campagne présidentielle. Donc faire exploser ce cartel électoral qui n'est pas un accord, c'est pas un programme commun de gauche, c'est un cartel électoral qui s'est retrouvé autour de la formidable idée de candidature unique. Si les Insoumis décident de faire sauter cet accord la prochaine fois, que resterait-il en termes de députés? Personne ne le sait, mais ça pourrait très très mal se passer. Pour le cartel est quand même déjà mal en point. Oui, effectivement. Alors vous allez pouvoir prendre la parole dans un instant, mais j'apporte un élément au débat, c'est la réaction de François Hollande. On l'a évoqué plusieurs fois depuis le début de nos échanges. Il était ce matin chez nos confrères de BFM, et alors il se projette au municipal, évidemment, pas d'alliance, mais aussi, il va effectivement jusqu'à la présidentielle capter ce vote utile, c'est ça l'enjeu. Pour les scrutins municipaux, il ne peut pas y avoir, au premier tour, c'est déjà établi, au deuxième tour, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes, ou les formations de la gauche réformiste, et LFI. C'est clair. Pour le scrutin présidentiel, tout doit être fait pour que dans ce qui va être la grande confrontation électorale, la gauche réformiste soit là au rendez-vous et présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon n'y a pas sa place. Une question de Philippe qui nous écrit de Beauvais. Est-ce que les socialistes pourraient profiter de ce drame pour se détacher de LFI, récupérer des voix au municipal? Le détachement, effectivement, ce que vous disiez Valérie Gasse, il n'a pas attendu ce qui s'est passé à Lyon. Il est en cours. Michel Viviorca, vous vouliez intervenir? Ah oui, d'abord, je voulais dire, François Hollande est dans les starting blocks pour la présidentielle. C'est très clair. Je crois que ça ne fait aucun doute. Maintenant, j'essaie de réfléchir à quel scénario pour dans un peu plus d'un an, donc pour la prochaine présidentielle. Et je me dis, si vraiment le scénario c'est Jean-Luc Mélenchon en position forte, mais sur sa base, pas sur le reste. Ensuite, une gauche qui n'a pas su se doter d'un véritable leadership, qui entraînerait, qui mobiliserait, etc. Alors ce que je pense, c'est qu'un certain nombre d'électeurs, moi j'entends des gens autour de moi qui parlent comme ça, vont dire, ce qui comptera, c'est pas le deuxième tour, c'est le premier tour. Et une bonne partie des électeurs de gauche font des calculs du genre, au premier tour, je voterai pour éviter un deuxième tour, Mélenchon, Bardella ou Le Pen, je voterai pour n'importe lequel des candidats qui semble un peu plus fort que les autres. Un vote utile qui se ferait au détriment de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ce sont des raisonnements qu'on commence à entendre. Et donc, ce qui est dramatique pour les gens qui votent à gauche, c'est qu'il n'y a rien, ou presque rien. Le jugement sur Glucksmann a été un peu négatif après sa prestation face à Éric Zemmour. François Hollande revient de très loin. Et en dehors de ces deux noms, on ne voit pas grand-chose. Bon, il reste un an, mais effectivement, il va falloir qu'une figure émerge de ce côté-là. Jean-Sébastien Ferjeux. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et ça s'est déjà passé en 2022. Parce qu'en 2022, sauf que précisément, le vote utile ne s'est pas porté sur le même choix. Parce qu'il y a eu des gens, il y a une partie des Français qui ne voulaient absolument pas d'un deuxième tour Macron-Le Pen, et une partie des Français qui ne voulaient surtout pas d'un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Donc dès le premier tour, ils sont allés à leur vote utile. Ça a fait beaucoup reculer Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Yannick Jadot et d'autres candidats qui ont pâti de ce vote utile. Et je suis assez d'accord avec vous. Et c'est là où il y a deux calculs. Parce qu'il y a le calcul du premier tour et il y a le calcul du deuxième. Et c'est là où probablement Olivier Faure et François Hollande font un calcul différent. Il y en a un qui pense j'ai besoin du vote utile et donc des insoumis pour être qualifiés au premier tour. Et il y en a un qui se dit des électeurs insoumis. Oui, bien sûr. De l'appareil. Absolument. Non, mais voilà. Oui, des électeurs. Nous sommes. Vous faites bien de le préciser. C'est ce que je voulais dire. Et l'autre qui se dit dans un deuxième tour face à Jordan Bardella ou Marine Le Pen, il ne faut pas que je m'aliène les électeurs du centre droit parce que c'est d'eux dont j'aurais besoin pour être élu le cas échéant face au Rassemblement national. Et on voit bien que ce sont deux stratégies différentes et deux stratégies qui ne peuvent pas être départagées en l'état parce que c'est difficile d'apprécier comment l'électorat. C'est pour ça que ça dépasse même le cadre de la gauche, parce que là aussi dans le bloc central et à droite, ils sont en train de se dire si Mélenchon n'est plus
aussi fort qu'on aurait pu l'imaginer dans la présidentielle, il y a un espace. Donc là, il y a un jeu où tout le monde essaye de se repositionner. Il y a une espèce d'invariance et la présence du Rassemblement national, quel que soit le candidat qui paraît un peu joué d'avance au second tour, mais reste le concurrent qui se retrouvera en face. Et donc là, ça peut entraîner ces problèmes de la France insoumise et cette image dégradée, un repositionnement, et chacun se dit que c'est le bon moment pour en tirer un petit peu quelque chose. Gérard qui nous écrit de Menton, est-ce que le Parti socialiste serait prêt à constituer un front républicain pour les municipales, voire les présidentielles, c'est-à-dire contre la France insoumise? C'est ce qu'on comprend dans cette question de notre téléspectateur. Avec une autre question, on est toujours, et on va continuer de l'être, prudent avant des municipales en disant attention, on tire déjà des plans sur la comète avec des leçons ou des enjeux nationaux. Ce sont d'abord des scrutins locaux. Là, peut-être qu'on a raison de se dire que ces municipales vont un peu structurer le paysage politique avant la présidentielle. Elles vont accélérer la rupture qui finira par être définitive, une rupture qui n'en finit pas de finir entre les insoumis et le reste de la gauche. Ça a commencé il y a quelques années maintenant et ce n'est toujours pas tranché. Moi, je pense que ces élections municipales en particulier ne sont pas le bon moment pour ce que vous évoquiez comme une sorte de front anti-insoumis que le Parti socialiste pourrait par exemple incarner. Pourquoi ? Parce que, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de ville insoumise. Faire un front républicain, c'est pour les empêcher de garder des villes ou pour les empêcher de gagner des villes. Et alors il y a quelques villes. On parle de Roubaix, on parle de Saint-Denis, ce sont des possibilités, mais c'est en soi très peu. D'abord, il n'y a pas de grandes villes insoumises aujourd'hui, et s'ils en gagnent, ça pourrait constituer de belles victoires pour eux, parce que ce sont des victoires contre la gauche, enfin, notamment Saint-Denis. Donc ça aurait une portée évidemment politique et symbolique importante. Mais c'est pas ça le problème. Je pense que c'est pas le bon moment. Enfin, ce ne sont pas les bonnes élections. Elles ne sont pas adaptées compte tenu de la répartition des étiquettes politiques des grandes villes pour qu'il y ait un front anti-insoumis. Mais elles sont révélatrices en termes de sociologie électorale. Parce que le Parti socialiste, il y a plusieurs partis socialistes. Il y a des députés qui ont été élus dans des circonscriptions où ils ont été élus grâce aux voix insoumises. Olivier Faure fait partie de cela. Oui, mais il y a aussi des députés insoumis qui ont été élus grâce aux voix. Mais le Parti socialiste a certainement fait une erreur dans la cartographie électorale des investitures au moment de 2024, oui déjà de 2022, en laissant élire des candidats grâce aux voix des insoumis, alors qu'ils auraient pu en avoir dans d'autres circonscriptions, en étant moins dépendants des insoumis. Et donc en étant dépendants. Je voudrais juste ajouter que les municipales, c'est des villages, et pas seulement des villes, c'est des campagnes. Bien sûr. Moi, je suis dans un petit village, Fontaine-de-Vaucluse, merveilleux, mais je peux vous dire que la politique locale n'a rien à voir avec tout ce dont nous parlons. La politique locale, c'est des choses d'ailleurs intéressantes, c'est comment est-ce qu'on articule le tourisme un peu envahissant et la tranquillité des habitants, des questions comme ça, c'est des belles questions, mais un village comme celui-là est très très éloigné d'avoir à débattre de ce dont nous parlons. Or, ça représente quand même il y a des millions d'électeurs. Dans tous les départements là, qui sont en inondation, je pense que ça va peut-être beaucoup porter sur l'entretien des digues, l'argent qui a été dépensé, la qualité du soutien du maire pour les habitants sinistrés. Enfin, n'oublions pas ça aussi. Malgré tout, on parlait Front républicain municipal. Ce qui va se jouer, c'est pas en effet d'empêcher beaucoup d'insoumis de devenir maire d'une très grande ville. Et c'est simplement, est-ce qu'il va y avoir des négociations à gauche dans l'entre-deux tours? On sait très bien que le soir du premier tour... oui, à l'inverse, un insoumis qui se maintient peut empêcher, par exemple, le maire sortant de Marseille... Est-ce qu'il va y avoir des négociations pour qu'ils ne se maintiennent pas? Et c'est là qu'on va voir les réalités des uns et des autres. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. Je voudrais qu'on revienne sur la question de la violence, peut-être d'un cycle de violence qui est en train de s'ouvrir. On va écouter Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui réagissait en fin de matinée, juste après une alerte à la bombe au siège du mouvement. Bon, écoutez, depuis jeudi soir, vous avez une quinzaine de permanences parlementaires de la France Insoumise, de locaux de campagne, qui ont été parfois attaqués, parfois tagués, avec parfois des vitres cassées. Vous avez des candidates et des candidats de la France Insoumise aux élections municipales qui ont vu, ça a été le cas par exemple en Seine-Saint-Denis, leur domicile personnel être tagué. Vous avez des militantes et des militants de la France Insoumise qui ont été menacés par des militants d'extrême droite dans la rue. Bon, la violence politique, malheureusement, elle a toujours existé. Il y a certainement eu des pics qui étaient comparables, voire supérieurs à celui qu'on vit en ce moment. Derrière la question de l'intensité, Jean-Sébastien, vous dites qu'il y a une question de nature.
Oui, parce que ce qui change n'est sans doute pas tant la quantité, effectivement, que l'essence de cette violence. Pendant longtemps, la violence politique, elle visait vraiment la conquête du pouvoir. Si on regarde des anarchistes à Action Directe, en passant par les ligues des années 30, l'enjeu, c'était un vrai projet révolutionnaire structuré. Aujourd'hui, on est dans une logique un peu différente. On est passé en quelque sorte d'une violence de conquête à une violence de sape. Ce qui compte, c'est la légitimité morale du pouvoir. Quand vous voyez les actions d'Extinction Rebellion ou des soulèvements de la terre, ils ne visent pas à prendre l'Élysée. Ils visent justement à délégitimer le pouvoir en place ou le système en place. Quand vous faites des blocages, quand vous faites des sabotages symboliques ou réels, ce que vous faites, c'est provoquer une espèce de choc, en quelque sorte, pour dire votre système est illégitime. Et le tout dans une forme de nihilisme, parce que c'est un peu comme si on ne croyait même plus qu'il y avait un avenir pour l'Occident, comme si, contrairement au projet révolutionnaire d'avant, détruire suffisait, qu'il n'y avait plus besoin de construire. Même chose quand un maire reçoit ou un élu reçoit des menaces ou qu'on veut incendier sa maison. On ne cherche pas à le remplacer. On cherche à entraver son action. Et dans un contexte où les responsables politiques sont plus vraiment perçus comme des porteurs de projets politiques collectifs, mais bien souvent seulement des entrepreneurs narcissiques en quelque sorte de leur propre destin, ça cible la violence de manière beaucoup plus personnelle que de manière structurelle. Et alors, d'où il vient ce basculement que vous détaillez vers une violence plus émotionnelle, en quelque sorte? Sans doute des tas de raisons différentes de le voir. Moi, je crois d'une double cause, à la fois culturelle et technologique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sans doute, du succès d'Indignez-vous, ce best-seller de Stéphane Hessel en 2001, si je me souviens bien, qui, je pense, est un moment de cristallisation culturelle. Peut-être le moment où la fameuse pensée des théoriciens français, vous savez, des années 60, la déconstruction a infusé dans le débat public. Parce que l'indignation, ça n'est rien, ça n'est qu'un infect, ça n'est pas de l'action, et c'est pourtant devenu une posture morale, une posture civique centrale, alors qu'il ne s'agit bien souvent que d'étalage de vertu et qu'on considère que le fait d'avoir tenu un propos suffit pour plutôt que de s'engager vraiment pour changer. Ça, c'est l'aspect culturel. L'aspect technologique. C'est l'aspect culturel à gauche, et il s'est ajouté à droite, je pense, à une injonction à la désolation. Si vous avez l'injonction à l'indignation à gauche et l'injonction à la désolation à droite, c'était mieux avant, le déclin, la décadence, etc. Et ça, avec l'aspect technologique, c'est entré en résonance avec ce moment des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on le sait, leurs algorithmes carburent à l'émotion négative, et donc il y a eu cette espèce de conjonction. La politique est devenue performative. La manière dont on raconte le monde, finalement, sur les réseaux sociaux notamment, compte autant, voire plus, que l'impact qu'on a sur lui. Les faits deviennent secondaires. On l'a vu dans des débats sur Gaza, les inégalités, l'immigration, les pesticides. Finalement, ce qui compte surtout, c'est la capacité à imposer son narratif. Avec, pour conclure, un vrai risque démocratique ? Oui, je le crois, parce qu'on le voit, on est dans une logique de disqualification, dans une logique de mise en accusation de l'adversaire. Sauf que le pari fondamental de la démocratie, c'est de considérer que l'adversaire est légitime. À partir du moment où on nie à son adversaire toute légitimité, où on lui conteste le droit même de faire partie du débat public, oui, on est en danger démocratique. Et je crois qu'il faut se souvenir que les démocraties ne meurent pas forcément dans des coups d'État spectaculaires, mais parfois juste parce qu'on laisse s'éroder des valeurs fondamentales. Michel Vivorca, je rejoins un peu ce que dit Jean-Sébastien, c'est-à-dire qu'aux extrêmes, peut-être des deux côtés, on n'a pas forcément des adversaires, on a des ennemis, ce qui n'est pas la même chose quand même. La vie démocratique, c'est reconnaître qu'on a effectivement des adversaires, donc des gens avec qui on débat. On n'est pas d'accord, on débat, on négocie, on trouve des compromis, c'est ça la démocratie. Alors là, effectivement, on n'est pas là-dedans. Je voudrais faire une ou deux remarques. Bon, d'abord, c'est très intéressant le cas des indignés. Indignez-vous. Parce qu'en France, donc, on nous dit indignez-vous, on dit à la jeunesse surtout, indignez-vous, et puis elle ne bouge pas. Alors qu'en Espagne, aux États-Unis, Wall Street, en Espagne, les indignados, le mouvement de mai, 15 mai peut-être, je ne sais plus, etc. Il y a des gens qui ont repris l'injonction pour en faire quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'une partie de cette violence dont nous parlons, soit elle est réactive, c'est-à-dire qu'il y a, dans toutes sortes de situations maintenant, ça s'enflamme. Bon, tel maire a refusé que je dépose mes ordures à tel endroit, paf, je l'assassine. Enfin, j'exagère un peu, mais des choses comme ça. Là, je le menace. Donc, voilà, je le menace. Donc, elle est soit réactive, soit anonyme. C'est parce que quand même, ces gens qui menacent, c'est inacceptable, qui menacent comme ça les locaux, etc., on ne sait pas qui c'est, ils ne signent pas, etc. Donc cette violence, elle est politique, mais elle n'affiche pas un projet. Là, vous avez tout à fait raison. Et donc, je ferai une hypothèse très générale qu'il faudra ensuite décliner par de très nombreux points. Je pense qu'on est à un moment de bascule générale. C'est pour ça que vous avez raison de parler de culture, on pourrait parler de problèmes sociaux, on pourrait parler de technologie, etc. On est à un moment où tout bascule et où nous n'avons pas les outils pour assurer le traitement
politique de ce grand mouvement de bascule et le fait d'avoir vu depuis quelques années, accéléré par le chef de l'État, la mise en cause de tout ce qui est corps intermédiaires, médiation, etc., ça n'arrange rien. Si les élus sont disqualifiés, si les maires sont disqualifiés, si les syndicats, les associations, si tout ça est disqualifié, bah oui, la violence, elle a un espace énorme. Stéphane Zumsteck, je ne sais pas si vous avez étudié la perception de la violence, l'acceptation de la violence au sein de notre société. Est-ce qu'il y a une forme de banalisation, d'acceptation du fait que les mots en politique soient de plus en plus violents et qu'on ne sanctionne pas forcément ceux qui les utilisent, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le constat très subjectif que la société française est plus violente qu'auparavant. Est-ce que ça correspond à une réalité ou pas? Je n'en sais rien. Il faudrait voir quels sont les paramètres, quels sont les critères qu'on prend en compte. Mais oui, il y a cette idée que ça renvoie au « c'était mieux avant » aussi. Hein, ce côté un peu sublimé du passé récent. Hein. C'était mieux avant quand j'étais jeune, c'était mieux avant pour mes parents. Et mais tous amoureux de nos 20 ans. Voilà. Et on s'imagine que nos parents ont été plus heureux que nous, nos grands-parents, ce qui, à mon avis, n'était pas forcément le cas d'un point de vue de l'évolution sociale. Mais il y a ce sentiment que la France est de plus en plus violente. Alors derrière la violence, ils ne mettent pas forcément des images qu'on a pu voir absolument abominables de Lyon. Ça peut être une altercation entre deux automobilistes. Vous êtes témoin de ça, vous le prenez presque comme une agression pour vous-même, parce que c'est quelque chose de dérangeant, de presque traumatisant, j'exagère, mais pas beaucoup. Donc oui, il y a ce sentiment que la violence, que c'est plus violent, que c'est plus brutal. Parlons du spectacle qui est servi depuis quelques années à l'Assemblée nationale. C'est pas nouveau, hein, ça existait aussi sous la 3e ou sous la 4e République, mais malgré tout, ce qui se passe à l'Assemblée paraît trop brutal. Est-ce pour autant que l'on accepte cette violence en politique? Non, pas du tout. En revanche, les Français ne veulent pas plus de violence, mais on parle souvent des raisons, des leviers de progression, des insoumis dans les urnes ou du Rassemblement national. C'est pas le racisme ou la haine de l'étranger qui donne de l'huile du moteur au RN. C'est pas la remise en cause du capitalisme qui fait progresser les insoumis, c'est ce sentiment de colère. Il y a de plus en plus de Français qui aujourd'hui nous disent être en colère. Colère parce qu'ils ont l'impression d'être délaissés, socialement, territorialement, idéologiquement, peu importe. Mais les gens sont en colère. À partir du moment où vous êtes en colère, ben vous tolérez un certain nombre de choses. Je ne dis pas qu'ils encouragent la violence telle qu'on a pu la voir là, mais les choses eux-mêmes sont en colère. Ils ne sont pas violents, ils sont en colère. Mais la colère, c'est le début de la violence. Alors, est-ce que ça se transforme, cette colère, en vote ou en abstention? Ça va être notre dernier chapitre et je vous propose d'écouter la réaction, l'analyse d'une de vos collègues, Adélaïde Zulfikar-Patik, qui est directrice générale du pôle société chez Ipsos BVA. On a vu les Français exprimer, manifester une fatigue politique inédite avec des mots très forts. Ils parlent de dégoût, de colère. Donc pour moi, il y a une question qui est: est-ce que les Français qui se sont détournés quelque part de la politique, le feuilleton budgétaire, ils l'ont lâché depuis il y a un moment déjà, est-ce qu'ils vont réussir à revenir vers la séquence politique, à la faveur de ce que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire l'attachement très fort des Français pour la figure du maire, pour le local? Est-ce que ça va suffire à les faire revenir vers les urnes? C'est pas facile de répondre à la question, Valérie Gaz, mais est-ce que vous pensez que ce climat général est plutôt mobilisateur ou démobilisateur? Parce qu'il peut y avoir les deux. Hein. Je veux plus entendre parler de ces politiques qui sont de plus en plus violents, donc je vais pas me déplacer. Ou au contraire, on est dans une période de bascule où mon vote va être important. Alors là, c'est la question piège. Moi, j'aurais tendance à dire que ces élections municipales, elles vont quand même intéresser. Après, est-ce que ça va démobiliser ces histoires de violence? Non, je pense qu'il va peut-être y avoir plutôt l'envie de choisir justement vers qui on veut aller plus pour se défendre de ce climat-là. Mais vraiment, j'ai aucune donnée. C'est vraiment de la perception. Il faut rappeler qu'il y a 6 ans, faible participation, mais c'était lié à la crise Covid. Hein, donc je trouve que là, on est dans une séquence politique où, en effet, la politique et les politiques nationaux sont très décrédibilisés. Le spectacle de l'Assemblée nationale décourage un peu les gens et que peut-être les municipales peuvent représenter justement ce lien particulier. On est quasiment à la fin du débat, donc je vais demander un mot rapide, vraiment, Michel Viorca, et ensuite Jean-Sébastien. Il y a quand même une question d'offre politique. Oui. Les gens se déplacent si l'offre politique les intéresse. Ils ne se déplacent pas si... Et bon, sinon, je suis d'accord, les sentiments de méfiance, on peut ajouter, de peur. Enfin, il y a beaucoup de passion triste, comme disait Spinoza. Hein, c'est vraiment l'actualité. Oui. Jean-Sébastien, un mot de conclusion. Moi, je crois que les gens ne se déplacent pas que parce qu'il y a une offre politique qui les intéresse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent très orphelins de représentation. Souvent, ils se déplacent parce qu'ils veulent vraiment voter contre ou pas. Et c'est ça toute la question, et c'est là où on mesure les stratégies politiques, c'est que c'est une chose que de ne pas réussir à attirer des électeurs, c'en est une autre que de provoquer le fait qu'ils sortent de chez eux pour voter contre vous. Et à mon avis, la clé, elle est là. Bon.
Vous réussissez à évaluer l'abstention? C'est ce qu'il y a de plus dur. Alors déjà, on peut se tromper parfois sur des choses moins dures. Alors l'abstention, je me garderais bien de tout jugement, si ce n'est que... Vous vous abstenez. Voilà, sur cette question en tout cas, mais si ce n'est qu'il y a une telle pléthore de l'offre politique que vous avez plein de raisons d'aller voter. Parce qu'il y a beaucoup plus de partis. Tous les municipales ne se résument plus dans les grandes villes à une simple alternance entre la gauche et la droite. On espère, nous, mettre notre petite pierre à l'édifice en consacrant beaucoup de débats à ces élections municipales, en vous donnant, j'espère, envie d'aller voter les 15 et 22 mars. Merci à tous. Votre livre, Michel Vivorca, Où va la France, aux éditions de l'Aube. Et Valérie Gasse, on vous écoute évidemment sur RFI. À très bientôt sur Public Sénat.